Vous voyez ce que c'est qu'un Rubik's Cube? Vous savez, le truc avec tous les petits cubes là, rouge, jaune, bleu, vert, etc. Est-ce que vous avez déjà essayé d'en faire un? Aujourd'hui, si vous essayez d'atteindre 3 objectifs différents, c'est comme si vous deviez faire 3 Rubik's Cube différents. Alors le truc avec le Rubik's Cube, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de commencer pendant 5 minutes et puis ils vont se dire bon, ok, je laisse tomber, c'est trop dur. Puis il y a d'autres personnes qui vont s'acharner un petit peu plus pendant 10, 15, 20, 30 minutes, qui vont essayer de le faire, et qui au final vont se dire c'est encore plus dur que ce que ça avait l'air quand je faisais seulement 5 minutes. Et puis il y a des gens qui vont se dire ok, si j'apprenais tout simplement à résoudre un Rubik's Cube. Si le succès était un Rubik's Cube, alors apprendre à résoudre un Rubik's Cube, ça serait tout simplement réussir à faire des bonnes journées. Parce que une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, c'est-à-dire une journée où je fais ce qui est important pour moi, plus une journée où je fais ce qui est important pour moi, plus une journée où je fais ce qui est important pour moi, plus une journée où je fais ce qui est important pour moi, va me mener inéluctablement, inévitablement au succès. J'ai passé ces 5 dernières années à comprendre justement, pour commencer, que c'était la clé, et ensuite à essayer de décortiquer tout ça pour résoudre ce puzzle, résoudre ce Rubik's Cube, de savoir comment faire des bonnes journées. Et aujourd'hui, je voudrais dans cette vidéo vous donner ce retour des 5 années d'expérience, vous expliquer les différentes parties et vous donner comment avancer justement dans chacune de ces parties. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour, c'est-à-dire c'est jusque demain, pour accéder à ma formation La Révolution avec une forte réduction par rapport à son prix classique. Cette formation, c'est 8 mois de travail, 8 mois où me poser les questions pour me dire ok, comment faire dans votre vie une véritable rupture, une véritable révolution, qui a un avant, qui a un après. Donc voilà, si vous voulez justement changer, si vous avez compris que le changement c'était la clé, si vous voulez mettre en place sur 12 semaines, semaine après semaine, toutes ces choses dans votre vie, c'est le moment, puisqu'après le prix va repasser à son prix classique. Donc c'est le premier lien dans la description, vous avez tous les détails concernant cette formation. Alors la première clé pour prendre le contrôle de ces journées, c'est évidemment être capable de mettre en place des habitudes, parce que n'importe quelle action que je vais répéter et répéter et répéter encore, je vais la masteriser. Vous pouvez commencer n'importe quoi, c'est-à-dire que si demain vous commencez à jouer, je sais pas moi, de la cornemuse et que vous faites 1 heure de cornemuse tous les jours, vous allez réussir. Et si on prend un exemple peut-être plus adapté et qu'on simplifie au maximum les choses, c'est-à-dire que si on se dit ok, dans vos journées, imaginons, on a tous 24 heures dans une journée, imaginons que vous n'avez rien à faire de vos journées, voilà, vous n'avez rien à faire si ce n'est de dormir dans vos journées. Donc on élimine tous les problèmes de priorité, etc., etc. Vous n'avez rien à faire dans vos journées et que tous les matins, en vous levant, vous faites 1 heure d'anglais, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une seule possibilité que vous ne réussissiez pas à parler anglais? Non, il n'y en a pas. Tout le monde va réussir. Parce que quand je le fais régulièrement, c'est absolument impossible d'échouer. La seule variable, ça sera le temps. Ça sera juste le temps qui sera la seule variable. Effectivement, certaines personnes vont parler anglais au bout de 6 mois. Effectivement, certaines personnes vont parler anglais au bout de 2 ans. Mais dans tous les cas, 100% des gens qui vont le faire régulièrement vont y arriver. Alors évidemment, une fois qu'on a compris ça, il y a le principal piège, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ça évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ok, je sais que mettre en place des habitudes c'est quelque chose d'important, mais il y a le principal piège de la mise en place d'habitudes, c'est le fait de confondre habitude et action régulière. J'en ai souvent parlé quand je parle justement d'habitude. Une action régulière, c'est simplement quelque chose que je fais encore, mais qui est basé sur ma volonté. Une habitude, c'est quelque chose qui est basé sur le principe de l'ancrage, c'est-à-dire un mécanisme du cerveau qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Et puis le deuxième piège qu'il y a au niveau des habitudes, c'est que pour certaines personnes, on met un petit peu en place des habitudes par la chance. Il y a notamment un domaine qui est particulièrement touché par ça, c'est le domaine du sport. Si vous faites par exemple de la musculation, il y a beaucoup de gens qui vont réussir à intégrer la musculation dans leur vie un petit peu par chance en fait, parce que
voilà, de la façon dont ça fonctionne, notamment avec le système des récompenses. La musculation, c'est quelque chose qui, par l'anatomie du corps, donne des récompenses un petit peu automatiques. Et quand on va mettre en place tout le système de façon un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'on va aller faire de la musculation tous les jours au même moment, ben, il y a de fortes chances, à moins qu'on ait un rejet vraiment naturel pour la musculation ou pour le sport en général, il y a de fortes chances qu'on devienne, qu'on ancre l'habitude et qu'on devienne habitué à faire cette activité de la musculation. Mais ce n'est pas le cas pour tout, et l'idéal évidemment, c'est pas de faire les choses par chance, c'est de comprendre comment je le fais, comprendre comment je peux mettre en place des habitudes pour ensuite pouvoir le faire avec tout ce que je veux et pas simplement un domaine une fois parce que les étoiles se sont bien alignées ce jour-là. L'idée, c'est quoi au niveau des habitudes? C'est la méthode DAR, donc déclencheur, action, récompense. J'en ai régulièrement parlé. Donc le déclencheur, c'est ce qui va indiquer au cerveau que c'est le moment de faire l'habitude. Par exemple, le réveil qui sonne. L'action, ça va être par exemple le fait d'aller courir 30 minutes. Et la récompense, c'est le renforcement que je fais et qui fait que mon cerveau, au bout d'un moment, ancre l'habitude parce que quand le déclencheur est là, j'ai envie d'avoir la récompense. C'est un petit peu comme le chien à qui on va réussir à faire apporter le journal au lit. Pourquoi le chien il va nous apporter le journal au lit? Parce qu'il va avoir la récompense, il va avoir le biscuit. Voilà, s'il n'y a pas le biscuit, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez, vous ne ferez jamais apporter le journal au lit de votre chien. Enfin, le journal au lit à votre chien. Donc c'est toujours, une habitude est toujours basée avec ce système d'un déclencheur, d'une action et ensuite d'une récompense qui est un renforcement qui me donne ensuite, jour après jour, de plus en plus envie d'avoir cette récompense. Deuxième point pour prendre le contrôle de ces journées, c'est les 30 minutes du matin et les 30 minutes du soir. On a tous 24 heures dans une journée. Si on dort bien, on peut s'accorder que 8 heures par jour, c'est bien dormir, eh bien, il va nous rester 16 heures. Si sur ces 16 heures, je prélève simplement une heure, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, il me reste encore 15 heures. Même si j'ai 8 à 9 heures d'obligation de transport inclus dans la journée, ça me fait quand même encore pas mal de temps. Je prélève une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Et ça va complètement changer mes journées. Il faut imaginer que une journée, c'est un petit peu comme une course et que pour bien finir la course, pour bien arriver en pole position, pour réussir à arriver dans les premiers, il faut aussi bien partir. C'est très difficile de faire une bonne journée quand le matin je me lève et que je snooze le réveil, que je ne sais pas ce que je dois faire, que finalement je m'habille rapidement, que je n'ai pas réussi à prendre mon petit déjeuner, que je vais encore à moitié endormi au travail, faire un truc que j'aime pas et faire tout au long de la journée des obligations que je n'ai pas forcément envie de faire. C'est très très compliqué. Alors que si je prends 30 minutes le matin pour bien commencer ma journée et que en amont, et ça c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est-à-dire que les 30 minutes du soir sont en amont pour préparer le matin et que le soir je prends 30 minutes pour préparer justement les 30 minutes du matin, alors j'ai toutes les chances de faire des bonnes journées, de bien démarrer mes journées. Donc ça va être par exemple le fait de bien préparer sa nuit de sommeil, ça va être de se rappeler qu'est-ce qu'on a fait dans la journée sur lesquels on peut être fier de nous et ça va être aussi de faire le focus, de mettre le focus sur les événements importants de la journée du lendemain et déjà se visualiser en train de les faire. Ça, c'est pour le soir. Pour le matin, par exemple, ça va être le fait de se lever, de s'énergiser, par exemple de faire une séance de sport éclair, ensuite de se connecter à ses objectifs et de commencer à faire directement, peut-être pendant 10-15 minutes, quelque chose qui est important pour nous, quelque chose qui a vraiment du sens pour nous. Ça, c'est la bonne façon pour exploiter au mieux les 30 minutes du matin et les 30 minutes du soir. Et rien qu'en faisant ça, vous savez, c'est vraiment une optique presque minimaliste, j'ai envie de dire là, parce que sur les 24 heures, en enlevant encore, les 8 heures de sommeil, donc sur les 16 heures que j'ai, c'est prendre une heure seulement, 30 et 30, mais qui vont avoir un impact énorme. Le troisième point, ça va être de revoir complètement sa stratégie d'organisation et de passer à une organisation récurrente, en mode semaine récurrente et sous forme de bloc. Donc en mode semaine récurrente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas avoir des choses, par exemple, un moment vous faites vos objectifs et puis la semaine d'après vous faites vos obligations et puis la semaine d'après encore quelque chose d'autre et la semaine d'après encore quelque chose d'autre. C'est que tout ce que vous devez faire, que ce soit au niveau de votre détente, que ce soit au niveau de vos activités sociales, que ce soit au niveau de vos obligations, que ce soit au niveau de vos objectifs, sont intégrés dans une semaine. Donc en fait, c'est une semaine qui se répète à l'infini si vous voulez et qui fait que chaque semaine vous pouvez l'améliorer, 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 l'améliorer. Ça c'est pour la structure de base. Ensuite, pour en soi, l'intérieur de la semaine, ça va être sous forme de petits blocs que vous allez insérer, que ce soit des blocs d'habitude pour vos objectifs ou des blocs d'obligation ou des blocs de détente que vous allez insérer comme ça dans votre semaine et que vous allez ensuite pouvoir très facilement déplacer. Et évidemment, l'idée est de tout automatiser, que absolument tout soit automatisé. Et là, vous allez me dire,
On ne peut pas tout automatiser. Et moi, je vais vous dire que si, on peut tout automatiser. J'ai déjà fait, j'en ai déjà parlé, il y a absolument tout, même les actions ponctuelles qui sont automatisables. J'ai des systèmes, moi, qui me permettent d'automatiser les actions ponctuelles, c'est-à-dire de les faire finalement, de les collecter, de voir quelles sont les actions ponctuelles que j'ai à faire et ensuite de les faire rentrer dans la chaîne automatique en suivant un certain processus. Et maintenant, vous allez me dire, oui, d'accord, admettons, mais les impondérables. Moi, je vais vous dire qu'il y a deux types d'impondérables. C'est qu'il y a les impondérables qu'on peut prévoir. La plupart des impondérables, on peut se dire, mais comment on peut prévoir un impondérable? Bah oui, parce que c'est des choses qui arrivent régulièrement. Donc, quand vous avez des impondérables du type votre patron qui vous demande de travailler plus que vous aviez prévu, mais qui vous le demande régulièrement, bah, c'est plus vraiment un impondérable. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Et puis, évidemment, il y a les vrais impondérables, les cas de force majeure qui là ne peuvent pas être prévus. Mais quand ça arrive, déjà, ça n'arrive pas aussi souvent que pourrait le croire, hein. Je veux dire, j'espère pour vous, vous n'avez pas un cas de force majeure toutes les semaines, qu'il n'y a pas un tremblement de terre chez vous, je sais pas moi, il n'y a pas que la maison d'à côté qui s'écroule ou ce genre de choses. Voilà, je touche du bois pour vous et j'espère sincèrement que ce n'est pas votre cas. Donc la plupart du temps, on a de temps en temps des cas de force majeure, mais ça reste vraiment la minorité du temps. Et vous allez peut-être me dire, ok, est-ce que c'est pas être trop automatique de tout automatiser? Moi, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez définir largement, par exemple, du vendredi soir au dimanche soir, des moments où vous êtes totalement libre, des moments où vous faites absolument ce que vous voulez, où il n'y a pas d'organisation. Mais de cette façon-là, en découpant en deux, si vous voulez, c'est-à-dire certains moments où justement c'est automatisé et donc je suis le plus performant possible et certains moments où je suis totalement libre, vous avez à la fois les deux côtés les plus agréables. C'est-à-dire que quand vous devez travailler, vous travaillez et vous maximisez le temps. Et quand vous êtes libre, bah voilà, vous êtes totalement libre. Et le nombre de moments de liberté, de free time que vous allez mettre, ça dépend tout simplement de votre ambition. Plus vous avez des gros objectifs et plus vous allez devoir travailler, évidemment, et plus vous avez des objectifs qui sont normaux, et plus vous allez pouvoir vous accorder du temps libre. Quatrième point pour prendre le contrôle de ces journées, c'est solutionner la procrastination. Alors la procrastination, il faut s'y coller à un moment ou à un autre parce que procrastination, c'est le fait de mettre du délai entre là où je suis actuellement et là où je veux arriver. Donc évidemment, c'est un truc qu'on veut éliminer parce que quand chaque semaine je perds une ou deux journées par rapport à ce que je veux, ça fait qu'à la fin de l'année, j'ai perdu 100 jours par rapport à ce que je veux, ça fait qu'à la fin des 10 ans, j'ai perdu 1000 jours par rapport à ce que je veux. Donc c'est pas un truc tellement intéressant de perdre 3 ans tous les 10 ans ou voire encore plus pour certaines personnes qui vont perdre 3, 4, 5 jours par semaine. Donc l'idée, c'est de solutionner cette procrastination. Cette procrastination, c'est quelque chose qui est largement résolvable, je pense que ça se dit, qui est largement résolvable à partir du moment où on comprend que, ok, il faut être précis, il faut être rigoureux pour éliminer la procrastination, pour faire descendre au plus bas son taux de procrastination. Au lieu de prendre le problème à bras le corps pour tout, c'est se dire, ok, actuellement, sur quoi je vais mettre mon focus pour baisser le taux de procrastination? Et se dire, ok, voilà les activités que je vais tester pour faire baisser mon taux de procrastination. Ensuite, ces activités, quand est-ce que je dois les faire? Est-ce que je les ai faites ou est-ce que je ne les ai pas faites? Et si je ne les ai pas faites, ok, comment je peux résoudre logiquement ce problème? Et en procédant de cette façon-là, en procédant de façon très méticuleuse, très scientifique, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir réduire énormément la procrastination et au bout du bout, vous prouvez que vous pouvez faire descendre extrêmement bas votre taux de procrastination et que vous n'êtes pas un procrastinateur. Le cinquième point pour prendre les contrôles de ces journées, ça va être de mettre en place les outils du succès. Donc les outils du succès, qu'est-ce que c'est? C'est plein de choses qui peuvent être très variées, qui vont vous faciliter la tâche au quotidien, que ce soit en termes de productivité, en termes d'énergie, en termes de système, de simplification. Donc je peux vous citer par exemple le fait, moi ce que j'appelle les transitions. Donc les transitions, c'est quoi? Je me suis aperçu très souvent que quand j'avais des difficultés ou que je risquais justement de procrastiner, c'était par les transitions. Et que si par exemple je me mets pour faire une série de vidéos, si par exemple je me dis ok je vais faire 3 vidéos maintenant, je vais faire mes 3 vidéos sans trop de problèmes. Mais quand après je dois transitionner par exemple sur le fait d'avoir fait mes 3 vidéos sur le fait de faire autre chose, peut-être d'écrire des mails, et c'est à ce moment-là, entre les transitions, qu'il y a un moment qui peut être un petit peu délicat. Et c'est le cas pour la plupart des gens. C'est-à-dire que quand on s'y met, rappelez-vous, quand vous faites quelque chose, quand vous vous mettez à votre projet, ok, en général, vous allez le faire. Mais quand vous arrêtez et que vous devez passer à quelque chose d'autre, c'est là qu'on se retrouve peut-être à aller sur le sofa ou sur le fauteuil, commencer à se poser des questions, à commencer à être sur le smartphone et puis il y a 2 heures qui est passé, je ne sais pas trop où sont passées ces 2 heures. Donc il faut être vigilant sur les transitions. Moi, ce que j'aime bien faire au niveau des transitions, c'est que avant de commencer quelque chose, me rappeler
pourquoi je le fais. Donc avoir à la fois un moment où je prends une pause, cette pause elle est je prends une pause de 10 minutes et ensuite quand je vais commencer notre activité, me rappeler pourquoi je fais cette activité. Quelque chose d'autre au niveau des outils que j'ai mis en place, c'est ce que j'appelle le temps de la pensée. Donc ça fait un certain temps justement maintenant que je l'ai mis en place. C'est le fait que toutes les choses auxquelles je peux penser dans mes activités dans la journée, quand j'ai une décision à prendre, quand je dois réfléchir à quelque chose, quand je pose des questions sur telle ou telle chose, je les note et après le soir, pendant ce moment de 15 à 20 minutes du temps de la pensée, je prends mes décisions, je réfléchis sur quoi je dois réfléchir et ça me permet justement de ne pas me polluer ma journée avec ça et de le faire à un moment précis et à ce moment-là, je fais toutes ces choses-là, à ce moment-là, toutes les choses que j'ai notées, j'y réfléchis. Ça peut être aussi des systèmes au niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, j'ai des systèmes clairs pour réussir à m'alimenter de façon saine, que je mets en place, que je peux mettre en place même ici au Japon et qui me facilite énormément la vie et qui me gagne énormément d'énergie mentale parce que le côté où j'ouvre le frigo, je me dis bon qu'est-ce que je vais manger, il faut que je prépare ça, il faut que je prépare ça ou il faut que j'aille chercher ça et voilà, ça fait perdre un temps absolument hallucinant. Donc tous ces outils du succès, c'est des choses qui simplifient en fait le quotidien et qui contribuent au fait que je puisse faire jour après jour des bonnes journées. Le sixième point, ça va être ce qui concerne la mesure, le contrôle et l'ajustement. Il faut devenir quelque part un obsédé de la mesure. Pourquoi? Parce que quand on veut atteindre ses objectifs, l'idée c'est de constamment ajuster pour aller de plus en plus vite vers l'objectif. Et pour ajuster, il faut encore savoir ce que je fais de bien et ce que je fais de pas bien, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, il faut le mesurer. Donc, vous voyez, dans cette optique de mesure, de bilan ou contrôle et d'ajustement, souvent ce qui se passe c'est qu'on n'ajuste pas parce qu'on ne peut pas faire le bilan. Et pourquoi on ne peut pas faire le bilan? Parce qu'on n'a pas mesuré. Donc il faut vraiment à chaque fois, pour chacune des choses que vous faites, chacune des choses où vous investissez du temps, parce que votre temps est précieux, votre argent est précieux, votre énergie est précieuse. Donc plutôt que de le faire dans le vide, de savoir si je progresse ou si je ne progresse pas. Moi je vous donne un exemple que j'ai mis en place maintenant il y a des années, c'est au niveau de la musculation. C'est-à-dire que si je peux aller, parce que c'est sur mon iPhone, ici, attendez, hop là, c'est sur... Voilà, j'ai un log de musculation et là par exemple, j'ai commencé, ce log de musculation, il est depuis, alors, je ne sais pas si vous le voyez, si vous pouvez voir, je ne sais pas si l'appareil photo va zoomer ou pas dessus. Voilà, et c'est toutes mes séances de musculation où je note exactement ce que je fais semaine après semaine. Et voilà, là il commence l'année dernière en décembre, hein, donc pour vous dire, il est assez long maintenant. Et voilà, et donc au final, ça me permet de voir, ok, est-ce que j'ai progressé, est-ce que j'ai pas progressé, ou est-ce que je pourrais m'améliorer. En fait, tout est mesuré tout le temps. Chaque activité que je fais, tout est mesuré tout le temps, ce qui me permet ensuite, une fois que j'ai mesuré, de faire le bilan et ensuite d'ajuster. Mais sans mesure, il y a toute la chaîne qui ne peut pas s'effectuer et donc finalement, vous travaillez dans le vide parce que si vous faites par exemple de la musculation, vous ne notez pas ce que vous faites, au bout d'un moment, vous allez vous dire ok, j'ai progressé, j'ai pas progressé, mais comment je change puisque j'ai pas mesuré? Vous ne pouvez pas. Donc il faut commencer à mesurer. Et le septième point, ça va être tout ce qui est de la gestion du mental, la gestion de l'inconfort, la gestion du stress, la gestion aussi de la force de résistance qui me pousse à aller dans l'immobilisme. Donc ça, c'est un gros dossier, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier un petit peu. Et une des techniques aussi au niveau, là on parle vraiment de gestion de l'inconfort, d'étirer sa zone de confort, c'est la technique de la désensibilisation. Moi pendant des années j'étais un petit peu romantique, on va dire, j'aime bien utiliser ce mot maintenant, sur le fait qu'un jour j'allais exploser mes peurs, qu'un jour j'allais tout faire en même temps et qu'un jour j'allais être un guerrier et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, vous savez souvent après avoir regardé des vidéos de motivation. Et au bout d'un moment j'ai arrêté avec ça et je me suis dit ok, je comprends que voilà, je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas quelqu'un qui va exploser ses peurs, je suis juste quelqu'un de normal. Et que donc si je veux quand même faire les choses qui me font peur, j'avais très peur de voyager, j'étais incapable de partir loin de chez moi, je veux dire incapable de partir loin de chez moi. Les gens ne me croient pas aujourd'hui quand je dis ça, mais c'est vrai. Là je suis au Japon, à 10 000 km de chez moi, j'étais incapable de partir à 50 km de chez moi, je faisais des crises d'angoisse franchement. J'étais incapable de parler à des gens que je ne connaissais pas, j'étais incapable de bien m'exprimer à l'oral, une de mes plus grandes peurs aussi c'était de passer devant les gens à l'oral, je détestais ça. Et si vous voulez, voilà, c'était un chemin à chaque fois pour s'améliorer petit à petit. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé maintenant, puisque j'étais un petit peu monsieur peur, et dès que j'avais du stress, dès que j'avais de l'inconfort, je reculais, c'est le fait de mettre en place une sorte d'échelle ou d'escalier de désensibilisation et petit à petit de découper la peur en petites peurs, de découper le stress en petits stress et d'avancer petit à petit jusqu'à temps que je sois un peu plus confortable avec l'étape suivante et de passer à l'étape suivante et de passer à l'étape suivante et de passer à l'étape suivante. Et en faisant ça, on étire sa zone de confort et au bout d'un moment, les gens vous disent mais comment t'es passé de là à là? Et vous leur dites en fait,
C'est parce que petit à petit, en fait, j'ai fait petit à petit. Et c'est le même principe que la musculation, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à faire un exercice comme le squat, par exemple, avec la barre à vide. Et puis, 3 ans après, vous allez faire du squat avec 100 kg. Et si quelqu'un vous voyez avant et après, vous dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est le fait d'à chaque fois aller faire sa séance et petit à petit. La désensibilisation, l'escalier de désensibilisation, c'est l'une des choses les plus puissantes au niveau d'étirer sa zone de confort, d'aller au-delà de ses peurs. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a évidemment, voilà, j'ai essayé de faire une vue d'ensemble. Il y a d'autres choses évidemment à dire à l'intérieur. Il y aurait d'autres choses à dire aussi pour prendre globalement le contrôle de ces journées. Tout ça et bien plus encore, vous pouvez le retrouver dans la formation La Révolution. Donc c'est ma grande formation. C'est une formation dont je suis très content de vous la proposer aujourd'hui. On ira bien plus loin que ça, il y a d'autres choses qu'on va aborder, on va voir les choses d'une façon différente, ça sera très différent vraiment de ce que j'ai pu faire dans mes autres formations, dans la façon dont on va travailler aussi puisqu'on travaille chaque semaine. C'est une formation qui est filmée face caméra, chaque semaine on travaille sur des choses précises. Donc il y a la première semaine qui s'appelle le fil rouge qui va durer tout le temps de la formation et ensuite semaine après semaine on va vraiment voir des domaines précis où il y aura des exercices à faire, il y aura des outils intégrés dans votre vie. L'idée c'est que évidemment, vous n'allez pas tout maintenir parce que voilà, il va y avoir pas mal de choses semaine après semaine et tout ne va pas être maintenu. Mais c'est de comprendre que dans chacun des différents domaines, vous pouvez faire semaine après semaine une mini révolution, vous pouvez faire une rupture et à la fin, vous pouvez avoir réussi et c'est l'idée, vous aurez réussi à vous étonner vous-même et à vous dire « Waouh, c'est moi qui ai fait tout ça, je suis capable de faire tout ça, je suis capable de vivre la vie que je veux » et vous aurez tous les outils qu'on aura mis en place ensemble, que vous aurez appris à maîtriser, que vous allez pouvoir aussi intégrer petit à petit dans votre vie. Donc c'est 12 semaines, les semaines sont débloquées les unes après les autres pour très certainement faire le plus grand changement que vous avez jamais fait dans votre vie. Donc voilà, si vous êtes prêt à tout chambouler, si vous êtes prêt justement à faire en sorte que le 31 décembre, vous soyez vraiment fiers de vous, c'est le moment de faire votre révolution. C'est le premier lien dans la description. C'est disponible jusque demain avec une forte réduction. Passe à l'action, chaque jour compte.